Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans ce numéro inédit. Nous sommes au mois de décembre. Comme vous le savez, ce mois est dédié à la lutte contre le VIH-Sida. C'est l'occasion pour les acteurs de la santé, les institutions, les ONG, les partenaires techniques et financiers d'exprimer leur soutien et solidarité auprès des personnes, des millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, mais aussi l'occasion de tirer le bilan de la situation. La Guinée suit la même stratégie, mais il faut néanmoins rappeler qu'en Guinée, nombreux ne sont pas au courant de leur statut sérologie et ceux ou celles qui en sont au courant sont en général indexés, d'où une forte taux de prévalence de personnes stigmatisées. 2014-2019, la Guinée occupait la troisième place en termes de stigmatisation, d'où l'intérêt de ce numéro spécial. Pour en savoir, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la stigmatisation. Je le disais que c'est un numéro inédit par la présence d'une personne qui va se présenter elle-même, hein, une personne qui va se présenter elle-même. Et je rappelle également que nous avons autour de la table le docteur Souleymane Chaloub, gestionnaire de la décentralisation projet VIH tuberculose à MSF, et monsieur Asmio Camara. Vous pouvez donc nous appeler au 620 58 90 73. D'ici là, laissez-nous poser quelques questions à nos invités respectifs et nous revenons à vous juste après. Bonjour, docteur Chaloub, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour également. Bonsoir, docteur, monsieur Camara, merci également d'avoir accepté notre invitation. Je disais que c'est le mois de décembre qui est dédié à la sensibilisation contre la maladie VIH-Sida. Et pour donc briser le tabou, la glace, nous avons choisi un thème pour pouvoir sensibiliser avec vous les acteurs. Et puis, vous deux, vous allez donc nous permettre, nous autres, de regarder autrement les porteurs de VIH-Sida. Mais on a dit que la Guinée occupait une bonne place en termes de stigmatisation. Alors, vous qui êtes gestionnaire de décentralisation à MSF, docteur Chaloub, sur quoi, comme on parle de stigmatisation, le thème du jour, sur quoi vous vous êtes basé pour établir une statistique ou pour établir ce classement? Ok, bonjour Madame Sidibé et bonjour aux fidèles téléspectateurs de la RTG. Et nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui pour parler d'un thème qui nous préoccupe à plus d'un titre, la stigmatisation. Au fait, ces données ne proviennent pas de MSF, mais à chaque 2 ans, à 3 ans, il y a une enquête qui est menée au niveau du pays, qu'on appelle ESCOMB, c'est l'enquête de santé comportementale et biologique, qui essaie de déterminer un peu la perception de la population par rapport à certains aspects de leur santé et de la population en général. Et les chiffres que vous venez d'évoquer, ça vient en fait de l'ONU-SIDA. D'accord. Voilà, c'est des chiffres de l'ONU-SIDA. Et malheureusement, la Guinée occupe, selon le rapport de l'ONU-SIDA, en termes de stigmatisation, la première place en Afrique. Ok, en Afrique, d'accord. Voilà, en Afrique, dans la sous-région, dans l'Afrique occidentale. Et la Guinée occupe la première place. Et ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour nous, vu que nous engageons beaucoup d'actions pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Docteur Chaloub, c'est vrai que c'est pas vous qui élaborez les études, les statistiques. Est-ce que l'on peut avoir une idée, même des années précédentes, un chiffre comportant les chiffres de Conakry et de l'intérieur, par exemple? Et, au fait, bien que nous occupions la première place, mais il y a eu quand même des efforts et des résultats ont été obtenus. Je pense que
il y a, il y a une baisse du taux de stigmatisation. Je pense que dans les années passées, on était aux alentours de plus de 80% de stigmatisation. Et la dernière enquête a fourni que nous sommes aux alentours de 75 et quelques. Je pense qu'il y a quand même des résultats, mais le chemin à parcourir reste toujours très long. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai tiré cette question de votre propos. Vous battez, vous mettez beaucoup dans ce sens, c'est-à-dire aider les personnes malades du virus du sida. Et vous investissez, c'est-à-dire que votre structure MSF investit beaucoup. Aujourd'hui, hein, pour le taux a diminué. Quels sont donc les mécanismes à votre niveau que vous avez mis en place pour réduire le taux de prévalence? Au fait, moi, comme vous l'avez si bien précisé, je suis du projet VIH tuberculose de Médecins sans frontières Belgique. Ce projet, il est en Guinée depuis 2003 et notre objectif, c'est de réduire la mortalité et la morbidité des personnes vivant avec le VIH. Okay? Et pour ce faire, nous avons identifié plusieurs axes. Mais le premier axe, c'est promouvoir l'accès au statut VIH et lutter contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Vous voyez un peu, nous sommes une organisation médicale, mais nous avons mis en priorité la lutte contre la stigmatisation. Oui. Et comment cela se passe? En premier lieu, nous savons que la racine de la stigmatisation, c'est déjà au niveau de la communauté. Okay? Nous avons mis en place des interventions qui sont axées au niveau de la communauté. Et dans le projet, nous avons recruté des personnes qui sont soit infectées ou bien affectées par le VIH. Okay? Ces individus-là sont avec nous dans le projet. Et c'est ces personnes que nous appelons des patients experts. D'accord. Et au niveau des associations de la société civile qui œuvrent dans le sens de la riposte contre le VIH, nous fournissons aussi un appui technique et financier à ces associations. Et si je prends par exemple le REGAP, aujourd'hui, MSF, parce que nous avons une politique d'approche holistique, en fait, nous ne soignons pas seulement le corps, mais nous soignons aussi la tête. Quand une personne a le VIH, ne vous focalisez pas juste à lui donner les médicaments. Il faut aussi qu'il soit bien dans sa peau. Alors, nous engageons des personnes qui font ces entretiens. Au début du projet, on avait juste des psychologues. Okay. Mais actuellement, tous ces psychologues sont en train d'être remplacés par des personnes qui sont membres du REGAP, Réseau guinéen des personnes affectées et infectées par le VIH. Okay. Et nous travaillons directement avec des personnes qui vivent avec le VIH. Ils sont mieux que nous pour interpréter la maladie. Bien que moi je l'ai étudié, mais eux, ils l'ont vécu. Ils savent ils vivent avec, c'est leur quotidien. Ils savent tout le combat qu'ils sont en train de mener pour vivre positivement dans leur tête. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, dans toutes les structures où vous verrez MSF, il y a toujours un APS, un agent psychosocial, qui vient d'une association de personnes vivant avec le VIH. D'accord. Ouais. Alors aujourd'hui, petit à petit, ils deviennent médecins vis-à-vis des autres nouveaux patients. Et comment protéger ces malades qui sont devenus, les patients qui sont devenus, comment les protéger, ces patients qui sont devenus aujourd'hui experts? En fait, la première étape, c'est que le patient doit même accepter son statut. Pour les autres maladies, le médecin peut s'arrêter au niveau de l'observance. C'est-à-dire, quand je te prescris des médicaments, tu prends ces médicaments aux heures qui sont indiquées. Mm-hmm. Mais avec le VIH, nous allons à un état plus élevé, c'est-à-dire de l'adhérence. Il faut que ta maladie et la prise de tes médicaments fassent une partie intégrante de ta vie. Tu as le VIH, tu vis positivement avec le VIH. C'est comme si dans la tête, dans le corps. Dans la tête, dans le corps, dans les actes, tu sais que tu vis avec le VIH. C'est comme par exemple, je prendrai l'exemple sur vous, où que vous soyez, vous êtes journaliste. Même chez vous, vous ne faites plus attention. vous avez toujours l'attitude de journaliste. Alors, c'est comme ça aussi. Tous ceux qui sont avec nous, on les prépare à accepter d'abord leurs conditions. Parce qu'il faut s'accepter. Hein. Parce que et il y en a parmi eux qui acceptent, qui refusent par exemple? Ah oui, il y a certains qui refusent, mais avec la sensibilisation et tous les efforts. Et avec l'apport des experts. L'apport des experts, et comme leur nom l'indique déjà. Ben, je disais tout à l'heure que c'est un numéro inédit par la présence de notre invité, M. Camara Simiou.
Je peux bien le présenter, chers téléspectateurs, mais ce serait mieux qu'il se présente lui-même et qu'il nous dise pourquoi on l'a invité sur ce plateau pour nous parler de lui. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, Madame Sissoko. Sissoko. Merci. Et je vous remercie très infiniment. Je profite de cette occasion pour dire bonjour aux milliers de téléspectateurs qui vous regardent, vous. Hein? Qui nous regardent précisément. Je profite de cette occasion pour vous dire encore grand merci de m'avoir donné l'opportunité d'être sur le plateau de la radio-télévision guinéenne. Je me nomme Camara Asmeo, marié et père de 4 enfants. D'accord. Je suis patient expert chez les Médecins Sans Frontières. D'accord. Depuis 2014. Wow. Voilà. Et la même occasion, je peux dire que bon, je suis une personne infectée par le VIH-Sida il y a cela 15 ans, jour pour jour, depuis que j'ai connu mon statut. D'accord. Merci. Monsieur Camara, c'est vrai, on n'a pas l'habitude de recevoir des patients. Et c'est l'occasion pour nous de nous dire, de nous parler un peu de votre parcours, comment vous avez vécu la maladie, le début jusqu'à aujourd'hui, en passant par Médecins Sans Frontières. Merci toujours de m'avoir posé cette question. Comment je suis venu dans le monde du VIH? Moi, je travaille au port, d'où j'étais conducteur du train, au compte de l'usine Frigia. Bon, dans ce travail, bon, je suis resté pendant un bon moment. Je peux faire un mois de maladie, puis 2 semaines de travail. Bon, je ne faisais que perdre le poids. Un jour, mon chef m'a appelé dans son bureau. Bon, il m'a sensibilisé. Bon, il me dit, Camara Asmeo, bon, je vois en toi que tu es un travailleur courageux, ponctuel, bon, respectueux, mais vu ton état de santé, j'aimerais que tu restes à la maison pour ton traitement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que je me suis retourné à la maison pour suivre mon traitement. Bon, j'ai retrouvé ma santé. Après 2 mois, je me suis retourné au service pour reprendre le service. Et le même jour, il m'a appelé au bureau à 2 comme ce qu'il a fait l'autre. La première fois. Pour la première fois. Mais cette fois-ci, bon, il a mis une distance entre lui et moi. Et puis la porte et les fenêtres étaient grandement ouvertes. Il a même arrêté la climatisation dans le bureau. Bon, il m'a parlé avec un ton très élevé. Et bon, il me dit, Camara Asmeo, qu'est-ce que je t'avais dit l'autre fois? J'ai dit, chef, comme quoi? Il dit, non, je ne t'ai pas dit de rester à la maison. J'ai dit, oui. Comme je suis resté à la maison, j'ai retrouvé ma santé. C'est pourquoi je suis revenu. Il dit, non. Il faut continuer à rester à la maison parce que tu es malade. J'ai dit, non, chef, j'ai retrouvé ma santé. Il dit, non, ne me discute pas. D'abord, lève-toi, sors de mon bureau. J'ai dit, ah, chef, de sortir du bureau. Il dit, oui, sors de mon bureau, tu es malade. J'ai dit, chef, j'ai quelle maladie? Il dit, tu ne le sais pas. Hein? Tu ne sais pas que tu as le sida? J'ai dit, moi, chef, sida? Il dit, oui. Bon, à l'époque, bon, j'étais zéro ignorant, je ne connaissais rien du VIH. Et à l'époque, tu parles le VIH devant ma porte, moi aussi. Au retour, j'irai parler le VIH. S'il est devant votre porte. Voilà, ok. Je ne connaissais rien. Si ça doit contaminer, ça n'a qu'à contaminer tout le monde. Voilà, merci pour la complémentarité. Il m'a saché du bureau. Il dit, bon, tu n'as pas vu aujourd'hui, personne, aucun collègue ne veut manger avec toi, ni boire avec toi. Hein, personne ne veut s'approcher de toi. Alors, sors de mon bureau, il m'a saché. Ça circulait déjà que vous êtes malade sans que vous ne le sachiez? Oui, parce que d'après ses réactions, j'ai pensé ainsi. Okay. Il m'a mis à la
à la portée d'un vigile qui m'a poussé à son tour jusqu'au derrière, oui, jusqu'au derrière la clôture. Ok. Je suis sorti de mon travail ces jours-là frustré, tout à fait, abattu, c'est plus comment où donner ma tête. Je suis rentré à la maison, bon, je suis resté à la maison dans cette frustration. Ben, un jour, j'étais devant la télé, j'ai vu une publicité qui passait sur l'existence de Médecins sans frontières pour la prise en charge gratuite par rapport au VIH-Sida. C'est ainsi que je me suis décidé volontairement le lendemain d'aller me faire dépister. Je suis allé me faire dépister. Bon, ces jours-là, j'ai trouvé une conseillère en place qui m'a préparé à son tour psychologiquement. Il me dit que bon, c'est le Médecins sans frontières qui est là pour la prise en charge gratuite. J'ai dit d'accord, je suis là pour le test. Mais à l'époque, la science n'était pas comme aujourd'hui. Quand tu fais le test aujourd'hui, c'est pour 24 heures le résultat. C'était un vendredi. Et bon, samedi, il n'y a pas de travail. Dimanche, il n'y a pas de travail. Je suis revenu le lundi pour mon résultat. Elle m'a encore prodigué des conseils préparatifs psychologiquement. Elle m'a donné le résultat comme quoi que mon résultat est positif. J'ai dit waouh. Mes amis ont eu raison sur moi. Le service a eu raison sur moi. Elle m'a laissé défouler, elle m'a laissé dégager toutes mes émotions. Elle m'a préparé, elle me dit, bon, ici, c'est une ONG qui est là pour la prise en charge. Tu acceptes la maladie, tu acceptes le traitement, tu vas retrouver la santé. J'ai dit, ah bon, madame, c'est possible. Comme je vous ai si bien dit à l'entame de mon intervention, à l'époque, je ne connaissais rien du VIH. Bon, quand une personne me dit que je vais retrouver ma santé avec le VIH, ça m'étonnerait. Elle me dit oui, bien sûr. Alors, elle m'a encouragé, elle m'a accompagné dans la salle d'où j'ai commencé mon traitement. Depuis ces jours, bon, je suis dans le traitement. Je continue mon traitement sans aucun problème. Alors, vous continuez votre traitement. Lorsque vous avez reçu les résultats, quelle a été votre réaction vis-à-vis de la famille, et de madame et des enfants? Et est-ce que vous avez eu d'autres... Bon, votre réaction vis-à-vis de la famille? Merci pour la question. Bon, à l'époque, bon, comme je vous ai si bien dit, je suis marié, père de 4 enfants. À l'époque, j'avais un enfant avant ma positivité, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai 3 enfants pendant ma positivité. Qui sont bien portants. Oui, et tous ces enfants sont bien portants grâce au traitement. Alors, madame... avec les 3 enfants-là. Alors. Mais aujourd'hui, bon, madame m'accepte avec la maladie parce qu'elle est au courant de ma maladie. Bon, elle me soutient psychologiquement. Bon, je mène une vie normale, comme une vie de couple positive sans aucun problème avec madame. En ce qui concerne ma famille, bon, la famille entière n'est pas au courant, mais toutes mes soeurs sont au courant. Mais mes soeurs me soutiennent avec la maladie et puis il n'y a pas de bien. Aujourd'hui, monsieur Camara, vous êtes à la télévision nationale et vous êtes regardé partout. Vous n'avez pas peur? Vous n'avez pas peur? Pourquoi? Non, mais en fait, vous avez dit tout à l'heure, toute la famille n'est pas au courant. Voilà, d'accord, madame. C'est pourquoi, bon, mon idéal, bon, chez moi, la logique voudrait que, bon, je milite pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. C'est la raison pour laquelle, depuis que j'ai perdu mon emploi à FRIA, bon, il y a eu l'ouverture de postes chez les MSF pour
pour une personne qui peut parler de la maladie auprès de la des autres. maladie pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir encourager les autres afin qu'ils puissent mener une vie positive. C'est la raison pour laquelle moi aussi je me suis lancé dans cette activité. Sans aucune pression. Sans aucune pression. Sans aucune pression, comme vous l'avez si bien dit. Bon, je suis là-bas, bon, je milite pour ça, bon, je lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Oui. Ok, docteur Saloum, on a écouté Monsieur Camara, c'est émouvant quand il raconte son parcours. Il faut avoir du cran pour raconter ce qu'il a vécu. Mais moi, je vous reviens encore. Vous n'avez pas su par quels moyens vous avez contracté le virus? Vous vous êtes posé la question comment? C'est avec un rasoir? C'est avec un ami malade? C'est avec une femme? Vous vous êtes posé plein de questions, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais, puis, bon, cette question-là est plus lourde que moi parce que, bon, j'ai tâté tous les terrains, mais présentement, bon, je ne sais pas comment j'ai eu la maladie. Bon, vu mon traitement, bon, moi aussi, je ne cherche pas à savoir comment j'ai eu la maladie. Très bien. Parce que je milite pour la aider les autres. Pour la discrimination. Quels sont les canaux aujourd'hui que vous privilégiez pour sensibiliser Dr Saloum? Comme vous pouvez le constater, c'est l'un des principaux canaux que nous utilisons, c'est-à-dire le témoignage à visage découvert. D'accord. Au fait, il y en a d'autres? Oui, c'est la formation, la sensibilisation. Et vous savez, si je représente un peu la stigmatisation comme un arbre, et il faut d'abord savoir c'est quoi la stigmatisation. La stigmatisation, bon, on va dire ça vient du grec, c'est un mot grec. Okay. Stigma, ça veut dire tache, une marque. Okay. La stigmatisation, c'est un processus dynamique qui consiste à dévaloriser une personne en le décrédibilisant. Et ça, c'est le plus souvent basé sur notre connaissance, sur la culture et sur ce qu'on appelle la morale de la société. Vous voyez, si je représente la stigmatisation comme un arbre, la racine de cet arbre, c'est l'ignorance, le manque de compréhension. Le tronc, c'est la discrimination. En fait, je peux avoir un rejet pour une personne, mais si je me tais, ok. Mais si ce rejet, il est accompagné d'actes, ça devient maintenant de la discrimination. Tout à fait. Ok. La discrimination, c'est le tronc de cet arbre. Et les feuilles, c'est la conséquence que la discrimination a sur l'individu, qu'il est subi en longueur de journée. Alors, pour abattre cet arbre, on va d'abord à la racine. C'est la formation. Et chaque année, que ce soit journalistes, les leaders communautaires, les associations de personnes vivant avec le VIH, nous organisons des formations pour eux, pour qu'ils cherchent un peu comment on peut transmettre le VIH, comment on peut l'attraper. Et je saisirai cette occasion aussi pour dire que le contexte de ce pays, en fait, on estime à 120 000 le nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Avec le VIH, okay? Oui. Mais le type d'épidémie en Guinée, c'est une épidémie généralisée. Ça veut dire que ce n'est pas concentré dans une couche socio-professionnelle de la population. Pour dire, par exemple, c'est soit les médecins qui ont le VIH, ou bien c'est les journalistes qui l'ont. Non. Bien que la prévalence soit faible, 1,5% de la population, mais elle est dans toutes les souches de la population. Et vous vous rappellerez aussi les objectifs pour mettre fin à à la pandémie de VIH, les 3 objectifs de l'ONU-SIDA. Le premier 90, c'est de connaître l'axe et son statut VIH. Et vous verrez qu'aujourd'hui, on n'est pas presque 40% de la population qui vivent avec le VIH ne savent pas qu'ils ont le VIH. Alors, si tu ne sais pas que tu as le VIH et tu te mets à stigmatiser les autres personnes, vous voyez un peu. Et au fait, c'est la source. Paradoxal, ouais. C'est la source du problème. Aujourd'hui, tu n'as pas le VIH. Ou bien tu es supposé ne pas avoir le VIH. Tu te dis, bon, celui qui a le VIH, c'est parce qu'il n'est pas vertueux. Il fait des trucs qui ne concordent pas avec la morale de la société. Tout à fait. Parce qu'il mène une vie de dépravé, de débauche. Ok? Alors, le jour où tu apprends toi aussi ta séropositivité, tu as directement un sentiment de culpabilité.
Tu te rejettes toi-même. Il y a l'autostigmatisation qui est là. Tu te rejettes toi-même. Tu te dis, bon, si j'ai fait ça, c'est parce que j'ai telle ou telle chose. Et tu penses directement aussi à ta famille, à tes enfants. Tu te dis, est-ce que je ne les ai pas donnés? Où j'ai trouvé cette maladie? Vous voyez un peu? Si toi-même tu es préparé, en Afrique du Sud aujourd'hui, la prévalence est tellement élevée qu'on ne va pas se mettre à stigmatiser les personnes. Parce que c'est dans toutes les familles. Et je pense aussi en réfléchissant beaucoup, la Guinée aussi avec une prévalence de 1,5, au moins si tu n'as pas un proche, tu trouveras certainement une personne, un membre de ta famille. Nous avons été exposés à ces difficultés dans les structures où nous partions. Il y a des jours où on vous dit, docteur, s'il vous plaît, votre histoire de VIH, ça, gardez ça chez vous là-bas. Hein. N'envoyez pas. Et nos patients, on les stigmatise, on dit, c'est les malades de MSF. MSF n'a pas de patients en Guinée. C'est des patients guinéens. MSF ne fait qu'appuyer le programme national pour réduire... Pour le dire les mots. Vous voyez un peu, on dit, c'est les malades de MSF. Et après quelques instants, quelques jours, c'est elle-même qui vient maintenant en pleurs pour dire que mon enfant tel a le VIH. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. Vous voyez un peu, tant que c'est les autres, vous dites que c'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais ça, c'est oublier que nous aussi, nous sommes exposés à avoir le VIH. Nous sommes tous concernés. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir cette idée en tête. Et toujours prendre exemple sur toi. Alors, notre stratégie, c'est d'abord la formation. La formation, l'accompagnement des personnes qui vivent avec le VIH. Et aussi les témoignages. Parce que quand le sujet il est tabou, personne n'en parle, on dira toujours que ça n'existe même pas. Mais aujourd'hui, il y a 120 000 personnes. Hein. Et le projet VIH, tuberculose que MSF gère, nous avons 13 000 patients qui sont avec nous à Conakry. Ça, c'est un peu 22% de la taille de la population, des 120 000 personnes. Il y a 13 000 patients que nous avons ici. À l'intérieur, non compris? Non, juste à Conakry. Okay. Il y a 13 000 patients que nous suivons. Et chaque mois, à l'hôpital Donka, dans notre unité, vous avez une admission qui est aux alentours de 70 personnes qui viennent chaque mois pour être hospitalisées. Et ces personnes ne viennent pas forcément des structures qui sont appuyées par MSF. C'est des personnes qui viennent de partout de la Guinée et en stade très avancé de la maladie. Et vu que, parce que vous voyez, j'ai peur d'annoncer mon statut. Quand j'ai peur d'annoncer mon statut, ma famille ne peut pas m'aider. Personne ne peut vous aider. Personne ne va m'aider. Je vous explique un cas qui s'est passé dans un CMC, je ne le dirai pas le nom de CMC. De préférence, d'accord. Voilà. C'était une belle dame. Hein. Quand on l'a dépistée, elle est venue d'elle-même se faire dépister. Volontairement, on l'a dit qu'elle a le VIH. Mais elle n'a pas accepté sa maladie, elle n'a jamais trouvé un accompagnant. Parce que ça, c'est l'un des premiers conseils qu'on donne. La maladie, le VIH, c'est très lourd. Il faut toujours que vous ayez un confident qui puisse vous supporter dans les moments difficiles. Elle n'a pas eu de confident. Okay? Et elle-même, elle n'a pas bien pris ses médicaments parce que quand on l'a dépistée, elle se sentait très bien. Alors, la maladie a évolué et elle ne pouvait pas dire, elle avait besoin d'hospitalisation. Elle ne voulait pas partir chez nous à MSF parce que dès que tu rentres, on dit que c'est parce que tu as le VIH que tu es là. Alors, ils ont préféré partir dans les cliniques par-ci, par-là. Et ils ont continué comme ça jusqu'à ce qu'elle ait perdu l'usage de ses pieds. Oh. Parce qu'il y a des neuropathies qui sont liées au VIH lui-même. Si. Alors, quand elle a vu qu'elle ne pouvait plus se mouvoir, elle s'est confiée à sa maman. Et on l'a ramenée chez nous. Et aujourd'hui, Dieu merci, elle a repris son traitement. Et elle commence à avoir progressivement l'usage de ses membres, de ses pieds. Alors ça, c'est un peu les conséquences de la stigmatisation, de la discrimination. Oui. Une personne discriminée se replie sur lui-même. Il va à l'isolement et parfois on a des patients qui ont une tendance suicidaire, qui te disent j'ai le VIH, je vais me tuer. Et comme il a dit, ce n'est plus une fatalité, hein, franchement. Oui. C'est plus une fatalité. Ce n'est plus une fatalité. Voilà, c'est pourquoi l'exemple, c'est vraiment, c'est une grande personnalité chez nous, et parce qu'il encourage et il nous facilite vraiment le travail des médecins, la communication. D'accord. Vous avez décrit tout à l'heure la stigmatisation, la discrimination. Vous avez parlé de l'ignorance en premier lieu. Est-ce que c'est seulement l'ignorance qui dénote
cette stigmatisation ou il y a d'autres? Et l'ignorance de la maladie est en grande partie responsable. En plus de l'ignorance, il y a la culture, les perceptions aussi individuellement. Quand tu ne sais pas que le VIH, par exemple, ne se transmet pas en serrant la main d'une personne qui a le VIH. Et justement, vous avez piqué une de mes questions, docteur. Voilà. C'est justement ce que je voulais vous demander. Voilà. Si tu ne sais pas ça, tu n'accepteras jamais de le serrer la main ou bien de toucher un objet que lui, il a touché. Tout à fait. Vous voyez, ça c'est la partie ignorance. Et maintenant, il y a notre perception de la culture, de la société qui dit, si telle personne a le VIH, c'est parce que la personne là n'est pas vertueuse. Ok? Tel n'est pas le cas. Et tel n'est pas le cas. Vous voyez? Et vous stigmatisez cette personne, et il y a la stigmatisation associée aussi. Par exemple, ce monsieur qui a le courage de dire que j'ai le VIH, il va être stigmatisé et discriminé par certaines personnes. En plus de ça, il y a ces enfants qui sont là. S'il vous plaît, ne venez pas ici. Votre papa a le VIH, ne me donnez pas le VIH. Beaucoup. Vous voyez un peu? Les enfants surtout. Et c'est pourquoi, à chaque occasion, nous remercions M. Camara pour son courage et son dévouement. Parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui osent dire, qui osent faire de l'activisme. Parce que sans ça, on va beaucoup mourir de la maladie. On va beaucoup mourir de la maladie et le VIH sera toujours placé dans un tiroir et on va l'oublier alors qu'il y a tous les jours des gens qui meurent de VIH. Très bien. Je crois qu'on va libérer l'antenne pour permettre à ces milliers de personnes qui veulent contribuer à enrichir ce numéro, pour poser des questions, soit à Dr Chaloub ou à M. Camara. Mais avant, Dr Chaloub, moi, avant de revenir à M. Camara, justement, vous avez parlé une question tout à l'heure. Est-ce que l'on a l'obligation ou on est tenu de serrer la main à quelqu'un qui est séropositif sans risque de contamination? Est-ce qu'on doit manger avec un porteur de virus? Est-ce que l'on doit être dans la même habitation? Est-ce qu'on doit échanger les tenues? Beaucoup de questions, en tout cas, s'opposent le Guinéen lambda qui nous regarde peut-être quelque part ici à la télé nationale. Et merci pour cette question très importante. Il faut qu'on sache qu'on ne peut pas identifier une personne qui a le VIH par un simple regard. Tout à fait. Il faut qu'il y ait un test biologique. Ce monsieur-là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire aujourd'hui que c'est un acteur. Parce que son état physique n'est pas dégradé. Pas du tout. Ok? Pas du tout. Il est en super forme et il n'a rien. Alors, il faut d'abord qu'il y ait un test biologique qui confirme que la personne a le VIH. Alors, la première condition pour qu'une personne puisse attraper le VIH, il faut qu'il soit en contact avec un certain nombre de liquides biologiques d'une personne vivant avec le VIH. Parmi ces liquides biologiques, vous avez le sang et les sécrétions vaginales ou bien les spermes, okay? Le lait maternel chez la femme. Et ça, bon, je vais me limiter à ces trois liquides parce que c'est ce qu'on rencontre dans la vie courante. Bon, à l'hôpital, tu as autre chose. Voilà, il y a autre chose. Mais principalement, c'est les trois liquides qui peuvent transmettre dans la vie courante. Très rapidement. Voilà. Tu as le sang, le lait et les sécrétions vaginales ou bien le sperme. OK? Alors, il faut que déjà ces liquides-là puissent être en contact avec toi et qu'il y ait une porte d'entrée. Une porte d'entrée, c'est soit tu as une plaie, ça c'est une porte d'entrée artificielle, ou bien au niveau des orifices naturels, c'est-à-dire dans la bouche, les yeux, au niveau du vagin ou de l'anus. Okay? Il faudrait que le virus puisse rentrer en contact d'abord direct avec ton organisme. Ça à travers les blessures ou bien les orifices naturels. OK? Et quand il y a ce contact, il y a la durée aussi de l'exposition. Tu as le liquide contaminant qui est là. S'il y a une intervention rapide, le sang est là, tu nettoies directement avec des solutions appropriées. Bon, l'eau et le savon, c'est très important. Ça réduit le risque que le virus puisse atteindre tes ganglions et atteindre le système lymphatique. Bon, puisse rentrer dans le sang. Okay? Et ce liquide aussi, il y a un autre aspect très intéressant, c'est la charge virale. Voilà. C'est ce que vous dites, la charge virale, il faut que ça soit très élevé. La charge virale, c'est la quantité de virus qui existe
l'organisme d'une personne qui a le VIH. D'accord? Et plus cette charge virale, c'est-à-dire la quantité de virus est élevée dans l'organisme d'une personne, plus le risque que cette personne transmette le virus est très élevé. Alors, et je ne me rappelle plus, c'était 2016-2018, il y a eu des études qui ont prouvé que les personnes qui vivent avec le VIH, qui prennent très bien leur traitement et qui parviennent à rendre leur charge virale indétectable, oui. ne parvenaient pas à transmettre le virus. Et d'où le slogan de U égale à U. Undetectable, untransmissible. Indétectable, intransmissible. Bon, je ne sais pas si c'est de bon français. D'accord, on a compris. Voilà. Quand la charge virale est indétectable, le risque de transmettre est très minime. Très minime. Si on ne va pas dire zéro. Zéro. On ne dira pas quand même zéro, parce que, mais c'est presque nul. Alors, Okay? quand la charge virale est très basse aussi, on peut... le porteur du virus peut faire le rapport sans transmettre aussi. Voilà. Le risque, il est faible. OK? Et ce risque, le risque de transmission, on le voit beaucoup plus avec la PTME. En fait, le programme de transmission et de prévention de la transmission de la mère à l'enfant. OK? Une femme qui a une charge virale indétectable, dans le programme, on suit chaque année près de 1000 patientes dans ce programme, avec le projet VIH. 1000 patientes, et pour ceux qui ont une charge virale indétectable, le risque de transmission, c'est 0. 0% d'enfants sont infectés. Et vous voyez un peu, ça c'est la preuve. La preuve palpable que si vraiment la charge virale est indétectable, la personne ne peut pas avoir le VIH. Et c'est ça, en fait. Parce qu'une personne qui a le VIH, même s'il y a une charge virale indétectable, il y a d'autres précautions qu'il faut prendre. Tout à fait. Le VIH, c'est une IST, une infection sexuellement transmissible. Alors, s'il y a la présence d'autres infections sexuellement transmissibles, comme ça peut, que ce soit l'herpès, bon, les IST, quoi. Okay, les infections, maladie, voilà, que ce soit l'herpès, qui fragilise un peu la muqueuse chez la femme, ça peut permettre le passage même si la quantité elle est faible, mais s'il y a déjà une porte qui est grandement ouverte, ça peut être des facteurs de risque pour contracter la maladie. Alors il faut qu'il y ait déjà le traitement de tous les IST pour minimiser encore de plus le risque de transmission. D'accord. Le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. C'est pour vous permettre, vous qui nous regardez, de poser des questions. Toutes les questions liées au thème du jour. Donc, Monsieur Camara, on vous revient. Aujourd'hui, vous avez dit, apparemment, Monsieur Camara n'a rien envié de Dr Chaloub ni de moi. Hein? On se porte bien physiquement. Et parlez-nous un peu à part la famille, à part la famille directe, hein, l'autre qui est à côté de la maison, comment il vous regarde aujourd'hui? Parce que vous êtes activiste, hein, vous êtes sur le terrain, et vous sortez il n'y a pas trop longtemps d'un séminaire pause café presse avec MSF. Vous étiez tous là, vous avez parlé de votre parcours et vous continuez la sensibilisation, mais j'espère que ça ne va pas se limiter seulement à Conakry. Et docteur, il faut qu'il aille à l'intérieur aussi pour sensibiliser, parce que la contamination se fait par là-bas aussi. Oui, pas? Effectivement, et ça en parlait sur la langue de M. Camara. En fait, on a réparti les équipes. Il y a une équipe qui est à Conakry, il y a une autre équipe aussi qui est dans la région, au niveau des régions et précisément à Kankan. Et cette équipe aussi est composée d'activistes. Il y a 2 activistes déjà qui sont sur place là-bas. Ils vont faire des séances de formation, de sensibilisation et de dépistage. Et on ne va plus se cantonner uniquement à Conakry. Et pas seulement pour le mois de décembre, hein, même après le mois de décembre. Les activités sont intensifiées pendant le mois de décembre, mais on continue. Oui, il y a beaucoup d'engouement, mais après, il ne faut pas relâcher. Monsieur Camara, le regard de l'autre personne qui est à côté aujourd'hui, ça vous frustre plus? Vous n'êtes plus gêné? Ben, ça va, quoi. C'est comme le diabète, hein? Oui. C'est comme le diabète. Oui. Bon, d'accord. Merci, madame. Je vous ai si bien dit. Je suis milité pour ça. Je suis milité d'être activiste pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Parce que j'ai été
stigmatisé, discriminé au lieu de mon service. Très vrai. Au jour d'aujourd'hui, Dieu a fait que ceux qui me discriminaient au service, j'ai assisté à l'enterrement de beaucoup de personnes. Entre eux. Entre eux. Le sacrifice de beaucoup d'entre eux. Mais au jour d'aujourd'hui, je remercie Dieu. Je ne dis pas que je ne vais pas mourir, mais Et tout le monde je doit vais mourir. combattre contre La le sida. Je vais combattre contre la stigmatisation et la discrimination. Et j'ai en tête que la manière dont je me suis battu pour ne pas que le sida me terrasse, c'est pas un ennemi d'en face qui va me terrasser. Ok? Voilà. Voilà. C'est bien dit, hein? Oui. Alors il est déterminé, c'est déjà Merci. c'est déjà bien dans sa lutte pour aider les autres à accepter la maladie et de faire la même chose que lui. Hein. Est-ce que il y a beaucoup d'experts au sein de MSF? Il y a beaucoup d'experts. Je laisserai. Patients experts, je veux Oui, dire. de patients experts. Oui, oui. Il y a beaucoup de patients experts. Est-ce qu'il y a des Et femmes aussi je voudrais que docteur et Monsieur Camara répondent à cette question. Voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, vous êtes le responsable des patients experts au sein des MSF ou bien il y a d'autres aussi qui vous précèdent? Non, je ne peux pas dire que je suis le responsable des patients experts, mais je peux dire que je suis l'un des Premier. l'un des travailleurs du patient expert. Ok. Ok, il y en a d'autres. Ok. En fait, il y a des patients, des activistes MSF et il y a aussi des activistes hors MSF. Ok. Il y a des personnes que nous avons formées qui peuvent aujourd'hui témoigner de leur maladie sans tabou, qui te disent j'ai le VIH et ils t'expliquent leur parcours sans aucun problème. Ben, ça commence à... Oui, oui. Vous commencez à gagner le terrain, à sensibiliser que la cible aussi accepte cette sensibilisation. En fait, que les patients acceptent la maladie. Oui. Ben, je ne sais pas si le numéro est affiché. Vous pouvez donc nous joindre au 620 58 90 73 pour poser des questions. On a dit, j'ai demandé tout à l'heure si lorsqu'on est porteur de la maladie, on peut habiter dans la même maison sans gêne, on peut serrer, on peut embrasser même. Vous avez parlé d'une technique, la charge virale est indétectable, c'est risque de zéro contamination si on peut se permettre. Hein. Mais on vous revient, on va prendre cet appel, c'est le moment de vous joindre. Allô? Oui, bonjour madame. Très bien. Oui, c'est à la télévision. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, je suis madame Camara Germaine. Madame Camara, vous pouvez un peu vous éloigner de votre poste téléviseur, là, s'il vous plaît? Je vous appelle de Nongotadi. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis loin de la télé. Maintenant, nous vous écoutons, madame Germaine. Ok, moi, je suis sage-femme. Oui. Je travaille presque avec MSF. Mhm. Je dis, moi, je suis sage-femme de profession. Nous vous écoutons, allez-y, oui. Maintenant, de fois, quand on dépiste les femmes enceintes, Mhm. on les demande d'envoyer leur conjoint pour les dépister aussi. Oui. Bon, si c'est une question, une contribution et l'amende, on n'a pas compris. Mais quand les femmes sont dépistées, on demande à ce que le mari aussi fasse pareil. Oui. Qu'est-ce qu'elle sous-entend ici? On n'a pas compris, bon. Nous qui ne sommes pas médecins. Vous avez certainement compris je quelque pense chose. que je ne me trompe pas, mais elle fait part d'une des difficultés que nous rencontrons au niveau des services de PTME. Au fait, lorsqu'une femme elle est positive au VIH, une séropositive, on encourage la femme à faire dépister ses enfants et son mari. Parce que son mari est exposé à avoir le virus, ou bien s'il ne l'a même pas déjà. Okay? Mais la difficulté demeure dans le fait que les maris n'accompagnent pas les femmes à l'hôpital. Et c'est très difficile
avec ce contexte, le contexte de forte stigmatisation, que la femme ose dire à son mari, viens te faire dépister, parce que moi j'ai le VIH. Wow. Parce que la question, ça va être là. Qui a contaminé l'autre? Mon mari vient, la sage-femme m'a demandé à ce que tu fasses le test VIH. Pourquoi je vais faire le test VIH? Alors, et c'est pourquoi nous avons mis en place une stratégie que nous appelons annonce assistée. Cette stratégie, ça consiste à aider les femmes séropositives à annoncer leur statut à leur couple, que ce soit mari ou partenaire sexuel, et inciter ceux-ci à venir se faire dépister. Cette stratégie, ça prend généralement beaucoup de temps, parce que c'est par étapes. La première étape, d'abord, consiste à discuter avec le mari sur sa perception de la maladie. Okay? Aujourd'hui, j'ai entendu parler du VIH. Qu'est-ce que toi tu as? Aujourd'hui, je suis parti au centre, j'ai appris qu'il y a ils m'ont parlé de VIH. Toi, quelle est ta appréciation? Comment tu penses des personnes qui vivent avec le VIH? En fonction des différentes réponses, on sait maintenant quelle stratégie adopter en face de ce monsieur. Parce que en face de tel nombre, différents cas, quoi. Oui, différents cas. Parce qu'il y a certains qui vont te dire, bon, même si c'est rare, bon, moi je m'en fous, je n'ai aucun problème avec les personnes qui vivent avec le VIH. S'ils disent, alors, même si ta femme, tu es avec telle personne, tu peux l'accepter. On continue un peu comme ça. C'est par étapes. Une sorte de sondage, quoi. Voilà, on sonde et chaque fois qu'il y a une réponse qui vient, on essaie d'adapter notre stratégie selon les cas. Et il y a des gens, parfois, qui font venir le mari au service et nous-mêmes, nous assistons, nous essayons de faire l'annonce. D'accord. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Moi, c'est Konaté Bandjou. Oui, monsieur Bandjou Konaté. Depuis Sonfounia. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, monsieur Konaté. S'il vous plaît, là, je vais m'éloigner un peu, là. Éloignez-vous, oui. Oui. Allez-y. Je voulais vous demander, est-ce que jusqu'à présent, le monsieur, il continue à travailler au port? Parce qu'il vient de nous dire qu'il a été rejeté par son directeur. Je ne sais pas maintenant à quel est le niveau de son travail. Il continue à travailler ou pas? Ok, il va vous répondre tout à l'heure. Restez en ligne. Monsieur Kamara, la question s'adresse à vous. Est-ce que vous continuez toujours il n'a pas compris. Vous avez dit que vous avez été rejeté. Vous avez même été accompagné jusqu'au grand portail par le vigile. Peut-être qu'il a pris le train en marche. Il n'a pas tout suivi l'explication. Et je voudrais bien lui dire que bon, je ne travaille plus au port. Je suis avec les Médecins sans frontières à l'heure où nous sommes comme ça, comme activiste. Pour sensibiliser et permettre les autres aussi d'accepter leur positivité, de prendre la vie, de croquer la vie en plein dents. Quand on est malade, ce n'est pas une raison. Félicitations et nos encouragements à monsieur Kamara. Avant d'autres appels, on va continuer à sensibiliser. D'accord, si je peux me permettre. Allez-y, monsieur Kamara. Bon, d'accord, ok. Je vais revenir un peu sur les questions dont vous avez toujours insisté avec le Dr Chalobo, dire que est-ce qu'on peut vivre avec une personne qui vit avec la maladie jusqu'à dire qu'on peut se serrer la main? Je peux dire que bel et bien oui. Hein? On peut vivre avec une personne qui vit avec la maladie. On peut se partager le lit, la latrine, le manger, la boisson, tout, hein, sans aucun problème. Oui. Mais il a même dit, et même qu'on peut faire le rapport avec une personne sans être protégé, docteur. Si la charge virale, la charge virale soit indétectable, il n'y a pas d'IST. Voilà. Allô? Allô, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir, docteur. Je ne suis pas docteur. Oui, c'est à la télévision. Docteur Chalo et monsieur Kamara. Moi, c'est madame Sissoko, je suis journaliste animatrice. D'accord, madame, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Yamoussa Touré, je vous appelle de Bambeto. Nous vous écoutons, monsieur Touré. Au fait, la stigmatisation, le thème qui est soulevé aujourd'hui, j'ai un ami qui vit avec le sida et c'est un ami qui souffre beaucoup. Vraiment, dans la contrée, là où nous vivons,
tout le monde, personne ne veut s'associer à lui, excepté parfois s'il vient vers moi, je lui prodigue des conseils. Mais franchement, il souffre. Il souffre. Il souffre, vraiment. Même sa famille, beaucoup de membres de la famille l'ont rejeté. Et aujourd'hui, il vit vraiment avec cette chose-là. Monsieur, c'est pitoyable ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut communiquer un numéro où on peut joindre, par exemple, l'association ou les activistes qui sont au sein de MSF? D'accord, je vais vous... S'il y a un numéro... Non, nous, on va communiquer un numéro. On ne vous appelle pas, vous appelez. C'est mieux. On va communiquer un numéro tout à l'heure. Merci. Merci. C'est mieux. Voilà. J'ai une question pour le docteur. Allez-y, allez-y. Voilà, par rapport aux différents modes de contamination qu'il a cités, je ne sais pas si vraiment, si dans le sperme, si le virus vit aussi dans le sperme. Et si c'est le cas, comment une personne positive peut avoir des enfants négatifs? Très bien. Même ça a été expliqué. Hein? Ben, suivez, hein, les scientifiques vont nous dire le processus. Bonjour, Monsieur Touré, et merci pour votre intervention. Et au fait, au niveau du projet, comme je l'ai dit, nous luttons contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivantes, et surtout par l'accompagnement des associations. Monsieur Camara va vous communiquer des numéros et des contacts des réseaux de personnes vivant avec le VIH où votre ami peut se diriger. Rejoindre, oui. Voilà. Et maintenant, par rapport à votre question sur la contamination. En fait, la contamination en Afrique, près de 98% se fait à travers les rapports sexuels non protégés. OK? Alors, le virus, il est présent dans les sécrétions vaginales et au niveau du sperme et aussi de les sécrétions du liquide prostatique. Alors, une personne qui a le VIH, qui prend son traitement, le traitement ARV, qui a pour rôle d'arrêter la multiplication du virus, alors, s'il n'y a pas suffisamment de virus dans l'organisme de l'intéressé, il peut ne pas transmettre le VIH à son partenaire sexuel. Il faudrait, comme je l'ai dit, les conditions soient réunies. Il faut qu'il y ait une quantité suffisante de virus dans le liquide pour que la personne puisse être infectée. S'il n'y a pas suffisamment de virus dans le sperme, dans les spermatozoïdes, alors la femme ne sera pas infectée. Très bien. Avant qu'on oublie, on va communiquer les numéros pour permettre aux téléspectateurs. Monsieur Camara, avant ce appel, est-ce qu'il y a un ou des numéros que l'on peut afficher pour vous joindre après, pour permettre à ceux qui souffrent dans les quartiers de rejoindre le mouvement de Monsieur Camara? Bien sûr, madame, bien sûr. Allez-y, on peut... Vous prenez 656 55. 656. Si la régie peut m'aider et afficher en même temps. 656. 55. 55. 53 76. 53. 76. Voilà, si la régie peut m'aider, voilà, le 656 55 53 76. Vous pouvez afficher le numéro, c'est pour permettre à nos frères... ok, le 600. 626 43. 626 43. 97 93. 97 93. D'accord. Ah, d'accord. 97 93. Heureusement, docteur, vous êtes là, vous suivez. Hein. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis la cimenterie. Oui. C'est mon mari qui est assis à côté de vous, comme ça, là, mon ex-mari, M. Chaloub. D'accord, ok. Ok, dites-lui que c'est de la part de Poupette de Diawara. Poupette de Diawara? Oui. Poupette de Diawara? J'ai une question à poser à docteur. Allez-y. En fait, je vis avec un orphelin ici.
c'est l'homonyme de mon mari. Ensuite, il est tombé malade ici, je l'ai envoyé, on a dépisté, mais je suis vraiment découragée. Je veux le retourner à ses parents parce qu'il est contaminé. Qu'est-ce qu'on les conseille, donc, docteur peut me donner qui pourra vraiment m'encourager de garder l'enfant avec moi parce qu'il n'est pas de moi ni de mon mari. En plus, c'est un orphelin. Donc, je ne sais pas comment je dois gérer ça, franchement. Il est malade de quoi? Il est contaminé de VIH-Sida aussi. Ok, d'accord. D'accord. Courage, madame, hein, c'est pas facile. Hein. Docteur Chaloub. D'accord. Oh là. Ok. Et merci, ex-madame Chaloub. Je ne veux pas d'histoire ici, hein, docteur Chaloub, allez-y. Voilà. En fait, le premier traitement pour cet enfant, c'est ce que vous êtes en train de le prodiguer. Cet enfant, il a besoin de l'amour maternel. Cet enfant a besoin de soutien. OK? Et en plus de ce soutien, comme l'enfant il a été déjà dépisté, c'est d'accompagner l'enfant dans la prise quotidienne de ses ARV. Si l'enfant a déjà le soutien de la famille et prend correctement ses médicaments, cet enfant va grandir et tu peux être convaincu que cet enfant ne va pas transmettre le VIH à tes enfants ou bien à toi-même à travers les gestes quotidiens de la vie. OK? Cet enfant ne va pas transmettre le virus parce que vous allez vivre dans la même maison ou bien vous allez manger dans les mêmes ustensiles, partager les mêmes toilettes, les mêmes habits avec les autres enfants. Non, cet enfant ne va pas transmettre le VIH avec ces moyens-là. Alors, je t'encourage et je te félicite beaucoup pour cet acte. Et c'est ce qu'il nous faut. Parce que les orphelins, c'est vraiment l'un des lourds tributs que le VIH laisse dans les familles. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cet enfant. Merci, Poupette de Gawara, d'avoir appelé. Merci pour ce qu'elle fait pour cet enfant. C'est pitoyable. Malheureusement, on a fini pour ce numéro inédit, que moi j'appellerais inédit par votre présence, Monsieur Camara. C'est la fin donc de ce numéro. Je rappelle que nous étions avec Dr Souleymane Chaloub, gestionnaire de la décentralisation, projet VIH, tuberculose et AMSF, et Monsieur Asmiou Camara, patient, expert, qui étaient donc nos deux spécialistes pour nous encourager, nous autres, à regarder autrement les porteurs de la maladie. Et merci à l'équipe technique qui concocte, qui réalise cette émission. Excusez-moi, je profite donc pour souhaiter heureux mariage à ma fille Choco qui se marie le 18 décembre, Bintou Bérété. Et merci également, et un coucou également à Madame Kamara Massire Noba et son époux depuis Laval. Merci à tous qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'une autre thématique ici, à la même heure, à la RTG, à la télévision nationale. Au revoir et à très bientôt. Prenez soin de vous.